pense que c'est très intéressant d'organiser cette rencontre, parce que Sophie Dulac a plusieurs activités liées au cinéma. La première, c'est celle, dans le désordre, d'être propriétaire d'un certain nombre de salles de cinéma à Paris. Et donc je pense que c'est très intéressant de voir comment ça se passe dans les salles aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai enjeu. On en a parlé dans plusieurs cours sur le nombre de films qui sortent chaque semaine. Et donc comment faire exister un film en salle, c'est une question que vous connaissez bien. Oui, il y a... toutes les semaines. Alors on recule un peu en arrière dans le processus de fabrication des films, il y a la distribution, donc juste avant l'exploitation, puisque Sophie Dulac Distribution, activité de distribution sur environ 10 films par an, et donc voir comment on distribue ces films, évidemment dans beaucoup de réseaux, mais aussi ailleurs, à Paris et dans toute la France. Il y a les questions de production, puisque Sophie Dulac produit et coproduit un certain nombre de films aussi, et donc évidemment c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est confronté aux trois grands secteurs classiques du cinéma, la production, la distribution, l'exploitation. Et un quatrième étage à la fusée, si je puis m'exprimer ainsi. Avant qu'elle explose, c'est donc à l'initiative d'un nouveau festival de cinéma dans Paris, sur le cinéma indépendant américain et sur les Champs-Élysées. Donc l'idée de créer un vrai festival important à Paris, sur les Champs-Élysées, c'est pas un hasard, donc de faire aussi vivre les Champs-Élysées autour du cinéma. Et là encore, il y aura une série de questions sur ce festival qu'on pourra vous poser. Et donc je laisse tout de suite la parole à Benjamin. Je vais m'efforcer de résumer un peu votre parcours en quelques phrases, ce qui n'est pas facile, parce que comme disait Frédéric, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités. Je vais du coup aller par le début. L'ordre chronologique des activités. L'ordre chronologique, absolument, oui. Donc en 2001, vous avez repris la direction des écrans de Paris. Donc, je vous arrêterai si vous vous trompez, d'accord? Absolument, oui. Très bien, super. Donc il y a 5 salles des écrans de Paris, c'est l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escurial, le Majestic Bastille et le Majestic Passy, c'est ça? Oui. Et qui totalisent par année à peu près 800 000 entrées. Voilà. 830. Voilà. C'est important, 30 000 entrées de plus. 830 000, alors qu'on quand on a acheté, on était à 900. Hein. Donc ça a pas mal baissé. Oui, il me semble que 800 000, c'est aux alentours de 2001 En 2001, elles faisaient 930 000 entrées à peu près. Okay. Là, aujourd'hui, l'année dernière, on a fait 830 000. Donc on a perdu 100 000 entrées quand même. Hein. C'est beaucoup. Donc 2 ans après, vous créez donc votre société de distribution, donc Sophie Dulac Distribution, donc qui encourage par le biais de la distribution, mais aussi de la production, donc des films très divers. On compte dans un catalogue de 70 films. À peu près, il y a Faust d'Alexandre Sokourov, notamment, qui a eu le Lion d'Or à Venise en 2012. Ou encore Mère et Fils, qui est un film un film roumain de Kalin Peter-Netzer qui a eu l'Ours d'Or à Berlin en 2013. J'ai ramené, on pourra peut-être voir un extrait après. Mais il y a aussi des œuvres de répertoire donc, qui ressortent sous l'égide de la société, comme Le Roi et l'Oiseau, oui. ou encore Lola et Jacques Demy, par exemple. Voilà, mais c'est pas tout. Comme disait Frédéric, vous avez créé un festival il y a 3 ans, donc le Champs-Élysées Film Festival, pour ainsi dire, qui a pour but vraiment de tisser des liens entre le cinéma français et américain. Donc, pour résumer, vous êtes distributrice, productrice, propriétaire et programmatrice, j'imagine, de... Non, programme pas programmatrice, d'accord. Ça c'est un autre métier. Donc, exploitante et créatrice d'un festival. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses au programme. Moi, je commencerai tout simplement par une question peut-être un peu bête, mais... c'est-à-dire que parmi toutes ces activités, en l'espace des dernières années, avant de commencer, c'était quoi votre premier désir? Est-ce que c'était l'exploitation, la distribution, la création de ce festival? Alors, je vais vous répondre, j'ai aucun désir, aucun de tout ça. C'est-à-dire que en 98, vous oubliez la production, parce que j'ai commencé en 98. C'est vrai. En 98, moi j'étais psychographologue, je suis diplômé de psychographologie et de caractérologie, donc on est quand même très très loin du cinéma. Indépendamment du fait que j'ai toujours aimé le cinéma comme tout le monde, c'est-à-dire que j'aimais aller en salle de cinéma, je peux vous dire que si quelqu'un m'avait dit un jour que je serais où je serais aujourd'hui au niveau du cinéma, je pense que j'aurais hurlé de rire. Bon, comme quoi, ça prouve qu'il ne faut jamais désespérer de rien. Et donc, en 98, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire, je me suis dit, tiens, ça serait drôle de produire un court-métrage. Voilà, ça serait drôle. Les gens se disent ça serait drôle de faire un court-métrage. Et du coup,
quelqu'un est venu me voir en me disant, ben voilà, moi j'ai un petit court-métrage, est-ce que vous voulez pas le produire? Je n'y connaissais mais rien. C'est-à-dire que, en fait, tout le parcours que j'ai fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, au début, je n'y connaissais rien. Je ne savais pas comment on produisait un film, je ne savais pas comment on dirigeait une salle de cinéma, je ne savais même pas où elles étaient quand je les ai achetées. Je les ai achetées à l'aveugle, je ne savais même pas comment on sort, je ne savais rien. Bon, donc, ça vous encourage, hein, parce qu'on ne sait rien de ce métier tant qu'on ne l'a pas pratiqué vraiment. Donc moi, si vous voulez, en fait, c'est venu au fur et à mesure comme ça. J'ai commencé à produire 2 petits courts-métrages pour me faire plaisir. Ensuite, j'ai produit un documentaire, parce que là, j'étais très sensible au sujet qui s'appelait Décryptage, sur la manière dont les médias français analysent le conflit israélo-palestinien. Personne n'en a voulu, en tout cas aucune chaîne de télé. On a sorti une copie à l'Arlequin, j'ai eu 60 000 personnes qui sont venues voir le film, avec des débats où j'ai cru que, je sais pas, tout le monde allait se battre, tellement c'était très très dur. Et puis après, on m'a dit, ben écoute, après on m'a dit, il y a des salles de cinéma à acheter, à Paris. J'ai dit, et alors? Ben, il me dit, ça serait formidable. Je travaillais à l'époque avec Jean Enochberg. Jean Enochberg, c'est un autre exploitant, distributeur, qui lui s'occupait des salles de la Pagode, le Saint-Germain, le Balzac, etc., qui connaissait ce métier depuis 30 ans, et qui me dit, ça serait formidable, 5 salles à acheter à Paris. Je dis, je ne suis pas exploitante de salles. Bon. Bref, j'ai acheté des salles. Je ne savais même pas où était l'Arlequin. Je ne connaissais pas l'Arlequin, je ne connaissais rien du tout. Et après, on m'a dit, il faut faire la distribution, parce que comme ça, bah, c'est bien, tu as les trois casquettes. Je dis, bon, bah, faisons la distribution. J'ai distribué un film qui n'a pas du tout marché, ce qui m'a permis de voir ce qu'il ne faut pas faire en distribution. Et j'ai surtout décidé que pour faire ce métier-là, alors qu'on n'y connaissait rien, il fallait s'engager, s'entourer de gens qui, eux, savaient. Et ça, c'est la clé de la réussite. Il faut prendre autour de vous des gens qui, eux, connaissent le métier. Après, si vous n'êtes pas trop bête, on finit par savoir comment on gère une salle, on finit par savoir comment, techniquement, on produit et on distribue un film, mais ce n'est pas uniquement les ingrédients sur lesquels il faut s'arrêter. Voilà. Donc, a priori, pour revenir à votre question, rien de tout ça m'intéressait. Excusez-moi, je fais une petite digression qui n'a rien à voir avec votre parcours, mais on pourrait dire la même chose du réalisateur. Il faut qu'il s'entoure bien dans son équipe. Oui, le réalisateur... Alors, je vous ai apporté une phrase que j'aime beaucoup, parce que comme j'ai aucune mémoire, j'ai dû l'écrire. Une phrase de James Cameron. Vous savez qui est James Cameron, je suppose? Et alors lui, par exemple, il dit, pour devenir réalisateur, vous voyez, est-ce qu'il y en a ici qui veut devenir réalisateur? Qui ça? Ah oui, bon, tous. Pas tous. Presque. Pour devenir réalisateur, il faut d'abord avoir quelque chose à dire. Et ce n'est possible qu'en acquérant une expérience de vie. En étudiant seulement le cinéma, on fait des films sur le cinéma. Bon. Donc, si vous n'avez rien à dire et que vous connaissez techniquement comment on fait un film, ça ne servira à rien. Vous parlez donc de communication, alors savoir bien s'entourer. Oui, ça c'est très important, surtout quand il faut gérer un cinéma. Bon, ça c'est quand même... c'est pas hyper compliqué, mais enfin, il faut quand même le savoir. Surtout les salles d'arrêt d'essai, hein, puisque moi j'ai des salles d'arrêt d'essai, sauf le Majestic Passy. Et puis, je crois qu'il faut surtout avoir un maître mot dans sa vie, et le seul et unique, c'est le mot plaisir. Voilà. Si vous faites n'importe quel métier, y compris le cinéma, sans la notion de plaisir qui passe avant, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller très loin. Pour moi, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Se faire plaisir d'abord, quitte à ce que le film ne marche pas, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ce qui compte, c'est faire des choix. Plus vous faites des choix qui vous plaisent, plus c'est facile de les partager. Si vous faites des choix parce qu'il faut faire un choix, qu'on vous dit de faire ça, vous allez le faire, certainement avec beaucoup de compétences, mais vous ne serez pas forcément content de ce que vous faites. Et ça, aujourd'hui, et c'est valable pour tous les jeunes, hein, aujourd'hui, dans tous les métiers qu'on choisit, ne faites pas un métier pour faire un métier. Faites un métier parce que ce métier-là, il résonne d'une certaine façon. Si c'est le cinéma, et moi c'est la question que j'avais envie de vous poser, pourquoi le cinéma? Qu'est-ce qui vous tente tellement dans le cinéma? Il y a tellement de gens qui veulent faire du cinéma. Tellement de gens. Alors, on vous laisse la parole. Quelqu'un a peut-être envie de me dire pourquoi ce métier? Parce que c'est loin d'être l'image du rêve que l'on imagine peut-être, non? Ah oui, si vous voulez, pourquoi pas. Moi, c'est l'écriture. Ah, ça c'est l'écriture. Ça c'est autre chose. Et là, c'est différent. Parce que quelqu'un a envie de me dire pourquoi il a choisi ce métier de faire du cinéma. Réalisateur, par exemple, c'est pas anodin d'être réalisateur. Allô? Transmettre une émotion. Oui, transmettre une émotion, d'accord. Ça, c'est votre désir à vous. Déjà, oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi vous voulez faire ce métier. Faire rire. Oui. C'est ce genre
le truc. On a une- Parce que vous, quand vous allez au cinéma, vous allez voir des films qui vous font rire? Je pense le cinéma, on peut le prendre de plusieurs façons. Après, certaines personnes me diront, mon coloc m'a dit récemment, moi je vais au cinéma pour être diverti. Ouais. Je fais, ah bon, ok, d'accord, mais tu vas pas pour un peu plus? Il me fait, non, moi j'y vais juste pour regarder de belles images et rigoler. Et je pense que beaucoup de personnes pensent comme ça, peut-être à tort, mais peut-être la base du cinéma, ouais, c'est d'être diverti. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais être diverti et faire rire... Pas pareil, non, mais Non. on peut être diverti de plusieurs façons, évidemment. Non mais vous qui voulez faire Oui. du cinéma pour faire rire éventuellement, ou faire passer une émotion, Oui, c'est pas la même chose que... pas du tout, je suis d'accord. Ouais, que d'être passif et de... Ah oui, oui. Il y avait d'autres que vous vouliez intervenir aussi, vous vouliez dire pourquoi vous voulez être Non, réalisateur? je pense qu'à peu près tous ici, on a envie de faire le cinéma pour la même chose, comme il a dit, pour transmettre des émotions, pour laisser une trace, pour dire des choses qu'on a envie de dire. Mais moi, je dirais que si j'en ai fait la trace, je ne veux pas faire autre chose. Vous voyez pas faire autre chose? Je ne vois pas faire autre chose. Oui, mais on peut laisser une trace en écrivant, en faisant de la musique. Ouais, après, c'est là parce que je suis amoureux des films quand... Après, ça fait un peu romantique comme conception de la chose, mais c'est vrai que voilà, c'est l'art qui m'a le plus touché et c'est celui duquel je me sens le plus proche. Et puis c'est aussi que j'ai aucun talent en dessin et que l'écriture, je sais pas si... Vous pensez que vous n'avez pas de talent? Peut-être aussi. En dessin, je pense, je suis sûr. Mais bon, Voilà, ça c'est des choses importantes parce qu'il faut toujours partir de ce qui nous touche soi-même, en fait. Et pas faire les choses parce qu'on vous a dit de les faire ou parce que tout d'un coup il y a un sujet à la mode. Ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre ce recul-là, parce que vous savez, le métier que vous faites, c'est un métier d'image. Donc le métier de l'image, par définition, c'est vous qui vous mettez en avant. Moi, j'ai un de mes fils, j'ai 3 enfants, j'ai un de mes fils qui est actuellement à la New York Film Academy, qui veut être réalisateur. Alors lui, il va être Martin Scorsese ou personne, donc bon, ça va être compliqué, mais enfin, peut-être qu'il y arrivera. Et quand je lui dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'appelés, malheureusement, et très peu d'élus, quand je lui dis, tu sais, si jamais tu as un film sur lequel tu t'es investi, sur lequel tu as envie de faire partager et que ce film ne marche pas, c'est pas le film qui va être jugé, c'est toi. Parce que c'est toi, c'est le réalisateur en général qu'on va essayer de juger. Il me dit, je m'en fous complètement, je fais la différence entre le film et moi. Ben, je pense qu'il fait une erreur. Et ça, il faut être très fort hein, dans ce métier parce que vous vous mettez vraiment en avant. Qu'on soit acteur, qu'on soit réalisateur, c'est une part de soi-même qu'on met dans le cinéma. C'est intéressant que vous disiez ça. Je vais rebondir directement sur ce que vous dites. Parce que j'ai une question un peu bébête, une question naïve là, mais qui s'impose un peu pour moi, parce que vous êtes un exemple singulier quand même. Oui. Vous dites que ça part de soi, et en l'occurrence, la société porte votre nom. Bon, c'est aussi simple que ça. Oui, hein. c'est vrai, mais c'est bien comme ça, on sait qui je suis. Est-ce que, alors, je me suis demandé, alors pour quelle raison? Parce qu'en effet, vous dites, il faut trouver les gens pour s'entourer et tout ça, mais est-ce que créer cette société de distribution, est-ce qu'au départ c'était une expérience de solitude? Comment ça s'est fait et pourquoi? Pas du tout solitude. Non, parce que dans vos questions que j'ai lues, Oui. vous parliez aussi de Mara Karamitz, qui avait aussi eu Ouais. ce point commun avec vous de... MK2. Écoutez, Voilà, quand vous dites que ça part de vous, je trouve ça oui, intéressant. c'est-à-dire que c'est une façon d'assumer ses choix. Moi, il m'arrive très souvent quand je vois une société de distribution de ne pas savoir qui est derrière, en fait. Et ça m'énerve toujours un peu. Moi, j'aime bien savoir qui est derrière, quelle tête ils ont, tout ça. Bon. Et le fait de donner mon nom à toutes les sociétés, en fait, c'est une façon d'assumer mes choix. C'est-à-dire qu'on sait qu'un film Sophie Dulac Distribution, ben, si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, on saura... je me mets en avant. Bon, je me mets en avant, mais pas pour des questions d'ego. Je me mets en avant parce que, effectivement, je pense que c'est bien de savoir à qui on a affaire. D'assumer ses choix aussi. Oui, absolument, d'assumer mes choix. Et assumer ses choix, c'est vraiment, comment dire, là pour le coup, la notion de plaisir, elle est vraiment importante. Et encore une fois, il y a une chose aussi importante pour moi, mais bon, moi je suis un peu plus âgée que vous maintenant, donc j'ai peut-être plus de distance, mais c'est surtout que votre vie ne dépend pas de ça. C'est-à-dire que le métier qu'on choisit, votre vie ne dépend pas du cinéma. Il y a encore aujourd'hui, dans ce métier, des gens qui sont prêts à vendre leur maison pour produire un film, mais vraiment, hein, au vrai sens du terme, bon, qui sont prêts à tout mettre sur la table pour produire un film parce que personne n'en veut, donc ils vont l'autoproduire. Bon, ça, c'est une très, très grave erreur, vraiment.
je sais pas si là on est sur la production, mais je vous en supplie, à genoux, jamais, jamais de l'argent de votre poche pour faire un film, jamais. On n'aurait pas de film de Cassavetes s'il avait fait ça. Oui, mais Cassavetes, c'est Cassavetes. Bon. Et à l'époque, peut-être c'était plus facile aux États-Unis. En France, moi je connais beaucoup de producteurs qui sont prêts à sortir de leur propre poche de l'argent pour produire un film, pour autoproduire. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Si les institutions n'en veulent pas, si les chaînes n'en veulent pas, si un distributeur n'en veut pas, posez-vous des questions. Mais n'allez pas dans le mur, parce que là c'est un vrai échec. Un vrai échec. Alors, les gens qui ont de la chance, ça peut arriver. Hein. Bon. Mais aujourd'hui, il y a 600 films qui sortent sur les écrans français. 600, de tous bords. Il y en a entre 12 et 15 par semaine sur les écrans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez peut-être une carte UGC, peut-être que vous allez au cinéma avec une carte. Bon, donc vous pouvez aller voir plein de films. Mais quand on sort un film, quand on vient me proposer un film, quand on vient me proposer un film un peu pointu, par exemple, pour lequel je sais, je suis connu pour ça, ma première réaction, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui va donner envie au public d'aller voir ce film-là parmi les 12 ou 15 qui sortent toutes les semaines? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y en a d'autres qui font des films, mais malheureusement, il y a 250 films français produits par an, il y en a pas mal qui restent sur les étagères. Mais j'imagine que quelque part, quand vous dites il ne faut pas hypothéquer sa maison, etc., il faut quand même donner l'impression qu'on est prêt à ça, quelque part, vis-à-vis des gens qui nous accompagneront. Non, il vaut mieux laisser de côté un projet qui n'aboutit pas et peut-être passer à un autre. Parce que si celui-là n'aboutit pas, franchement, c'est qu'il n'est pas fait pour aboutir. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, très clairement, alors, et ça a beaucoup évolué, pas forcément en bien dans les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on pouvait encore produire du cinéma parce qu'il y en avait un peu moins. Aujourd'hui, il n'y a plus de guichets. Demain, Canal arrête l'aide à la distribution, donc ça va être très compliqué pour les producteurs parce que, en fait, cet argent va repartir sur les producteurs, mais s'il n'y a plus de distributeurs pour le cinéma français qui n'est pas aidé par Canal, ça ne servira à rien. Il y a de moins en moins de guichets, pour les films indépendants, à réessai, il y a Arte et Canal+. Moi, je ne fais pas TF1 parce que ce n'est pas mon style, mais... Donc, si vous voulez, ça va devenir très dur, de plus en plus dur. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier aujourd'hui, je crois qu'il faut être complètement cinglé pour avoir des salles d'arrêt d'essai, mais vraiment, il faut être complètement cinglé pour sortir des films... Vous êtes en train de vous dire que vous êtes cinglé. Oui, totalement. Je pense. Mais la cinglerie, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui m'anime. Bon, et c'est peut-être cette cinglerie-là qui m'anime, justement. Et c'est ça qui... Au départ, du coup, parce que j'imagine que vous avez fallu une certaine volonté quand même pour lancer cette société de distribution et en l'espace quand même de 10 ans, avoir autant de films qui ont reçu des prix dans des festivals. Et des fidélités avec certains réalisateurs, on parlait de Wiseman, par exemple. Non, il faut... volonté... en fait, il faut plusieurs choses. Il faut avoir envie de montrer des films aux autres. Bon, les autres, c'est le public, c'est à montrer des films. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de montrer les films que l'on aime. Voilà, tout à l'heure dans le couloir avec Benjamin, pardon. On parlait d'un film qui s'appelle La visite de la fanfare. C'est un film israélien, qui est un premier film israélien, pour lequel, un jour, Ronit Elkabetz, qui est une fille que je connais bien, est venue me parler. Et comme elle habite en France, elle est venue me voir et elle me dit... Il faut absolument que tu rentres dans ce film-là. C'est formidable. Alors elle me raconte, c'est d'une fanfare égyptienne, etc., qui va se perdre. Elle me dit, personne ne veut le produire en Israël, on ne trouve pas d'argent pour faire ce film, donc je vais te donner le scénario, tu vas lire. Bon, quand Ronit vous dit ça sur son là, vous lisez, parce qu'elle est tellement convaincue par ce qu'elle dit qu'on lit. Bon, je lis le scénario. Je demande à mon collaborateur qui travaille avec moi depuis 10 ans maintenant, est-ce que tu as lu le film de Ronit? Il me dit oui. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, et toi? Je lui dis, je sais pas ce que Ronit fait dans un film pareil, enfin il se passe rien, c'est limite chiant quoi. Il me dit, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Donc, arrivent les images. Vous avez vu le film ou pas? Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Vous l'avez vu. Donc il y a une image dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, où ils descendent du car. Ils sont au milieu de rien, avec cette équipe, cette fanfare incroyable. Je vois 3 images du film, et je dis à Michel Zanin qui travaille avec moi, si tout le film est comme ça, on y va tout de suite. Tout de suite. Bon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je me souviens plus tout d'un coup pourquoi je vous racontais ça.
Oui, parce que c'est là, tout d'un coup, ce film, enfin, c'est les images que j'ai vues, m'ont tellement plu à moi, que je me suis même pas posé la question du public, puisque j'avais pas aimé le scénario. Donc, si j'avais lu que le scénario, je serais pas allé sur le film. C'est intéressant ce que vous dites aussi, parce qu'il faut bien faire la distinction entre le scénario et le film. Ben oui, parce que voilà, typiquement un film, si vous voulez, qui existe à l'écran. Qui existe à l'écran parce que c'est le jeu d'acteur de Ronit, c'est les paysages, c'est le... Mais sur le scénario, il n'y a rien de tout ça. Comment ça se fait qu'ils avaient déjà tourné des images? Parce qu'ils ont eu de la chance pour le coup. Ils ont tourné en Israël parce qu'ils avaient un peu d'argent quand même, ils avaient trouvé, D'accord. mais ils n'arrivaient pas à finir le financement du film. Donc ils cherchaient un coproducteur. Parce que c'est pas fréquemment le cas qu'on ait Non, scénario et déjà non, des c'est images. pas à peu toujours, près, quelquefois ça peut arriver. Bon. Eastern Boys par exemple, comment Bah, Eastern Boys, pour le coup, voilà un scénario sur lequel moi j'ai été très dubitative. C'était un réalisateur qui n'avait pas tourné depuis 10 ans, sur un sujet quand même assez particulier, et qui se passait en 4 parties, et moi je trouvais que la 2 et la 4 étaient mal foutues, c'était chiant, enfin bon. Donc il a réécrit quand même, on a réécrit, enfin il a réécrit, pas moi, et puis après on a vu le film, et je m'attendais vraiment à pas aimer le film, vraiment. Parce que quelquefois, quand je m'engage sur un film, je demande à voir ce qu'on appelle la copie zéro, c'est-à-dire avant de donner un accord définitif. La copie zéro, c'est la première mouture du film. Bah, voilà, voilà encore un film qui, sur scénario, n'était pas hyper emballant, et en revanche, à l'écran, était formidable. L'inverse arrive malheureusement aussi. Alors l'inverse arrive, parce qu'il y a des scénarios formidables, pour le coup, mais alors vraiment formidables, et qui sont complètement ratés. Alors c'est un peu plus embêtant, parce que là, quand on s'engage sur le scénario en tant que distributeur, là, quand le film n'est pas bon, bien, ça vient de m'arriver avec un film sur Haïti, par exemple, où le résultat n'est pas du tout à la hauteur. Bah là, il faut qu'on réfléchisse à la sortie et ce qu'on va en faire, et ça sera moins ambitieux que ce qu'on espérait. Voilà. Vous sortez combien de films par an Entre 8 et 11. Et on est aidé par le CNC sur 10 films. Donc il faut savoir que quand on est aidé sur un nombre X de films, s'il en sort 12 ou 13, je serai toujours aidé que sur 10. Voilà. C'est des vrais choix à faire. C'est environ un film par mois. Oui, c'est ça. Parce que il y a le temps de travail autour du film aussi. L'idéal, c'est d'avoir 2 mois devant soi pour travailler un film. Bon, mais 8 et 11, c'est bien, quoi. On s'en sort bien quand même. Vous ne courez pas les risques dans ce cas-là, par exemple Eastern Boys, qu'il aille montrer son scénario à une autre société. Si. Et comment vous... Qu'il aille. Non, alors moi, si vous voulez, très franchement, c'est comme les gens qui veulent partir de chez moi, qui veulent travailler ailleurs. Moi, je retiens personne. C'est-à-dire que s'ils veulent partir, ils partent. Un scénario, j'ai pas eu de souvenir d'avoir absolument voulu retenir un scénario parce que je trouvais ça extraordinaire. En revanche, je suis même passée 2 fois de suite à côté de 2 films assez récents, parce que moi, ils ne me plaisaient pas. C'est Lunchbox, je ne sais pas si vous avez vu Lunchbox, où je me suis emmerdée, mais comme rarement dans ma vie. Et pourtant, il a fait 500 000 entrées. Donc là, je suis vraiment passée à côté, pour le coup. Et l'autre, c'est un film qui s'appelle Alabama Monroe. Je n'ai pas pris parce que minimum garanti trop élevé. Et là, vous l'aimez bien. j'ai beaucoup aimé. Mais là aussi, c'est une question de ligne à conserver. Moi, je ne suis pas la reine des MG parce que j'ai des salles, donc je fais un travail particulier. Donc quand ça dépasse ce que j'ai mis dans ma tête, j'y vais pas. J'ai fait juste une exception pour le film allemand que j'ai acheté qui sortira en avril. Une véritable exception pour le coup. Vous parliez d'instinct tout à l'heure, on discutait par rapport au feeling. Est-ce qu'il y a des films que vous avez distribués ou même produits où vraiment il s'est passé quelque chose comme ça, une espèce de... Oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé sur un documentaire qui s'appelait Watermarks. Watermarks que j'avais vu à Berlin. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire-là. Qui est un documentaire qui traite de nageuses de compétition autrichienne qui n'ont pas pu participer aux Jeux Olympiques de Munich parce que juives. Et donc, elles ont toutes été disséminées à droite et à gauche parce que le coach a senti que ça tournerait mal pour elles. Et en fait, le réalisateur, qui est un jeune Israélien, les a toutes retrouvées à 80 et quelques années. Et si vous le trouvez, je vous conseille de le regarder. Et donc, j'ai eu un coup de cœur sur ce documentaire. Et franchement, je me suis dit, ça n'a aucune importance s'il ne marche pas. Ça, c'est important chez moi aussi, parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Même s'il ne marche pas, je veux le montrer en salle. Voilà, ça, parce que moi, ça me faisait plaisir. Donc, si vous voulez, quand on démarre une boîte de distribution, c'est un peu risqué, parce qu'il faut quand même qu'on ait quelques films qui marchent, c'est mieux. Mais
Maintenant, je le fais de plus en plus parce que j'ai d'autres films qui marchent. Ouais. Donc, je peux me permettre de faire ça un peu plus souvent. D'avoir une marge de manœuvre, Oui, vous dites exactement. on y va, même si Exactement, les autres exactement. publics ne seront pas là. Oui, allons-y. exactement. D'accord. Voilà. Alors on parlait de l'art de déléguer aussi, j'aimerais bien, puisqu'on parle de la distribution, vous nous parlez de votre équipe, en particulier de la personne qui travaille tous les lundis matin. Eric Vicente. Et donc de ce que c'est exactement sa fonction, parce que je ne sais pas si tout le monde ici est au courant de ce métier. Il est programmateur. En fait, il est programmateur, directeur de la distribution et il programme également le Festival des Champs-Élysées. Donc la programmation, c'est un vrai métier complètement à part, surtout sur les salles à Paris. En province, souvent, il y a des ententes de programmation, donc il y a des programmateurs qui programment plusieurs salles différentes dans plusieurs villes différentes et même des exploitants qui programment leur propre salle. Donc, mais à Paris, c'est un peu compliqué. Et donc tous les lundis matins, dans la profession, on sait que c'est la foire d'empoigne entre les programmateurs et les distributeurs. Parce que, évidemment, les distributeurs appellent tous les lundis pour mettre leurs films dans les salles, voire pour les conserver. Je ferai une parenthèse après sur la difficulté de faire un film et comment ça se passe quand il est en salle. Que ça, c'est quelque chose de terrible, je trouve. Et donc Eric est en réseau avec tous les distributeurs de France et de Navarre, il les connaît tous. Il faut qu'il soit au courant de toute la programmation, bien évidemment, hein, de ce qui se passe autour. Il n'a pas le temps de voir tous les films, c'est pas possible. Mais il est chargé de faire en sorte que mes salles d'art et d'essai, et également le PASSI, qui n'est pas art et essai, puissent rentrer tous les films qui sont aujourd'hui dignes de ce nom en fonction de leur catégorie. Et donc, il se bat avec les distributeurs, parce qu'il y a des films qu'il ne veut pas prendre, il y a des films sur lesquels il y a des suivis, il y a des films... Par exemple, il y a un film qu'on avait pris à l'Arlequin qui s'appelait Le Grand Silence. Le Grand Silence, c'était un film qui durait 3 heures sur les moines chartreux, entièrement silencieux. C'est-à-dire que c'était 3 heures de silence dans la salle. C'était impressionnant quand même. Hein, bon. Et parce que les moines chartreux, on fait le silence, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc personne ne parle dans ce film. Et les 10 minutes où ils ont le droit de parler, les moines chartreux, on a l'impression qu'ils vont se lâcher, que ça va être... Non, pas du tout, c'est sur la couleur du mur, qui est d'un blanc crémeux, c'est magnifique. Et venez voir ce film, un public qu'on ne verra plus jamais. Il y a des curés, des bonnes sœurs, des gens qui priaient dans la salle, c'était absolument incroyable. Et en fait, quand les gens, on leur demandait pourquoi ils venaient voir ce film, en fait, c'était pour eux 3 heures de repos complet, voilà, de tranquillité. Et ce film a fait, je crois, il y avait l'Arlequin et il y avait une autre salle, on était 2 sur Paris. On a dû faire presque 40 000 entrées sur l'Arlequin. À mon grand désespoir, donc voilà un film qu'on a gardé plus de 4 ou 5 semaines, voire 6 semaines, parce qu'on n'enlève pas un film qui marche. Bon. À mon grand désespoir, on a dû le retirer pour entrer les pingouins. Les pingouins, la marche de l'empereur, voilà, la marche de l'empereur. Bon, mais il fallait bien qu'à un moment donné, on change de film, mais il est arrivé, Welcome in Vienna, par exemple, la trilogie de Welcome in Vienna, on a gardé pendant 9 semaines. Mais derrière, il y a des distributeurs qui poussent parce qu'ils ont aussi des films, donc, et ça c'est le rôle d'Eric. C'est le rôle d'Eric de gérer tout ça. Voilà. Est-ce que parfois il y a des accords sur plusieurs semaines ou oui, jamais? si, oui. Alors les Walt Disney par exemple, les Walt Disney c'est terrible parce que ça sort en novembre et c'est un film de Noël. Donc ça veut dire qu'on s'engage, nous exploitants, à le prendre 6 semaines. Bon, même s'il ne marche pas, sinon on l'a pas. Bon. Ou certains films qu'on a en médiation, par exemple. Bon, parce qu'il y a le médiateur aussi qui se charge. Oui, ça m'est arrivé avec Valse avec Bachir. Valse avec Bachir, vous connaissez ce film? Produit par les films d'ici. Oui, distribué par Le Pacte. Bon, Le Pacte, Jean Labadie, pour ceux qui le connaissent, à qui j'ai d'ailleurs acheté à l'époque les salles des écrans de Paris, parce que c'était Backfilm. Et Jean, qui est un type formidable, mais très chiant, avait décidé que ce film-là n'irait que chez les UGC. Voilà. Et alors, c'était la semaine où il est sorti, c'était le seul film art et essai porteur de la semaine, donc pour moi, à l'Escurial, dans le 13e. Il ne voulait pas. Donc, médiateur. Forcément, puisque sinon... Alors, Eric, il va aux médiations. Je lui dis, écoute, si le CNC est d'accord pour que le film d'Eric et Ramsey, qui sort la même semaine, soit classé art et essai, moi, je veux bien le prendre à l'Escurial. Mais sinon, il n'y a que celui-là. Ben, on a obtenu le film en médiation, et on a dû le garder 6 ou 7 semaines. Voilà. Mais c'est des choix, Alors, vous lisez des scénarios en tant que distributrice, mais oui. aussi en tant que productrice. Oui.
est-ce que sur les 10 films qui sortent chaque année au sein de votre société, il y en a à peu près un, en moyenne, on va dire, qui est produit aussi par an? Coproduit. Ouais, coproduit, pardon. Est-ce que comment ça se passe? Comment vous vous placez en tant que... Non, alors c'est pas un par an. C'est pas un distributrice, par an. Alors en fait, en tant que producteur délégué, moi j'en ai produit 3 ou 4. C'est très dur de produire un film, hein, la question humaine, des choses comme ça. Et il faut bien savoir que quand vous produisez un film, des films que je fais, il faut compter à peu près 2 ans de votre vie. Je ne sais pas s'il y en a qui veut être producteur ici. 2 ans de votre vie. Qui veut être producteur? Quelqu'un veut faire de la production? Voilà. Je ne vais pas vous décourager. Hein. Vous allez vous accrocher. Mais c'est 2 ans de votre vie, voire 3. Le temps d'écrire le scénario, de trouver le bon réalisateur, de monter les financements, etc. Bon. Admettons, vous trouvez le financement, tout se passe bien, vous avez un film de 2 millions, 2 millions 3, 2 millions 4, vous financez. Il faut un distributeur. C'est très difficile aujourd'hui de trouver un financement. Non mais admettons, soyons hyper positifs, et admettons que vous trouvez un distributeur qui va sortir le film. Bon. Si on reste encore hyper positif, hein, il y a des salles qui vont le prendre. D'accord? Puisque là, c'est la chaîne normale. Bon. Eh bien, si votre film, dans certaines salles, dont MK2, fait moins de 800 entrées à la première semaine, il n'existe plus. C'est-à-dire que la semaine d'après, il n'est plus là. C'est-à-dire que vous avez passé 3 ans de votre vie sur un projet sur lequel vous êtes investi, vous avez cru, etc., pour qu'en définitive, il reste une semaine, voire 15 jours en salle. Donc ça c'est très dur. C'est très dur parce que, justement, il y a beaucoup de films qui sont produits par an, grâce au... Ça s'est aggravé, ça, dans le Ah temps. oui, ça s'est aggravé, oui, vraiment. Et aujourd'hui, moi, quand je reçois le coffret des Césars, il y a 130 films, à peu près, bon, eh bien, très franchement, s'il y en a peut-être une quarantaine, quand je les regarde, je ne sais même pas ce que c'est. J'en ai même pas entendu parler. Bon, et c'est toute la production qui est passée dans l'année, c'est-à-dire qu'ils sont tous sortis, en fait. Mais donc, ça, la production aujourd'hui, c'est vrai que moi je coproduis maintenant. Je ne produis plus en délégué, je coproduis. Voilà. C'est-à-dire que je prends 20% du film, mais c'est plus facile. Coproduit, ça veut dire forcément coproduction avec un autre pays, ou ça peut être aussi coproduction Non, avec France, un autre producteur français? Ça peut être la France, Ouais. bien sûr, mais c'est mieux de coproduire sur le plan international. Mais si je coproduis, je distribue par contre. Voilà. Si je coproduis, c'est que j'y crois dans la distribution. Alors c'est quoi le métier spécifique de coproducteur? Alors c'est apporter une part du financement, Ouais. c'est suivre le projet d'un point de vue artistique? Oui, absolument. Hannah Arendt, on va prendre le cas d'Hannah Arendt, qu'on a coproduit. Hannah Arendt, on est coproducteur à hauteur de 20% et distributeur, mais à hauteur de 20% du film. Ça veut dire que sur un budget de 3 millions, je dis n'importe quoi, on apporte 20% de 3 millions. Il faut les trouver déjà, hein. Bon, ça fait un peu d'argent. Et effectivement, on a un droit de regard sur le plan artistique, mais on n'est pas délégué, on est juste coproducteur. Et en même temps, ça permet de pouvoir mettre plus d'argent en coproduction que si on est uniquement que distributeur. Parce que moi, en tant que distributeur unique, je mets très très peu de minimum garantie. Vous connaissez le mot minimum garantie, vous savez ce que c'est? Dites-moi hein, si je parle chinois. Hein. Bon. Donc ça veut dire acheter des films, bloquer un film. Donc moi, mes minimum garantie, en général, c'est entre rien, entre 0 et 25-30 000 euros maximum. Donc parce que justement, comme je fais un travail en salle qui a un coût derrière, je ne suis pas à la règle du MG. Mais en revanche, quand on coproduit et qu'on met 20% du budget, forcément on apporte plus. Et donc du coup, en distribution, ça permet de pouvoir avoir un film aujourd'hui sans minimum garantie, mais dont on a 20% du film. Si Hannah Arendt, c'est une réussite, on a fait 500 000 entrées, donc là-dessus, en tant que coproducteur et distributeur, on est bénéficiaire. On gagne de l'argent. J'aimerais aborder quelque chose... Est-ce que dans les coproductions, parce que là, il y a eu beaucoup de coproductions avec Israël, mais il y a aussi le problème de la confiance avec le coproducteur, parce qu'il y a une vieille légende dans le cinéma français de beaucoup de producteurs français qui se réfèrent rouler dans la farine, si je puis prendre cette expression, avec des producteurs italiens, que souvent il y avait des problèmes quand on est dans des coproductions de pouvoir ne pas être certain de la fiabilité financière de son partenaire. Écoutez, je ne porterai pas le jugement sur les coproducteurs italiens, parce que je n'en connais pas, et que je n'ai pas travaillé avec eux, et que le cinéma italien aujourd'hui a quand même beaucoup de difficultés. Mais avec les Israéliens, puisqu'il y a une convention de coproduction avec Israël depuis 2002, enfin avec plein d'autres pays, mais notamment avec Israël, ça se passe extrêmement bien. Israël est un pays qui est grand comme ça, dans lequel il y a 17 écoles de cinéma.
sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est un pays qu'on survole en 7 minutes, tellement il est petit, et il y a 17 écoles de cinéma. C'est un pays incroyablement prolixe au niveau du cinéma. Donc, non, en général, enfin, moi, je ne m'est jamais arrivé de me faire rouler dans la farine par un coproducteur ou un producteur. Ça va. J'y venais justement, quand on voit le catalogue de votre société de distribution, il y a une relation privilégiée, en effet, avec des cinéastes israéliens. Alors, est-ce qu'il y a une volonté pour vous d'encourager le cinéma israélien en général, ou est-ce que parce que, par exemple, vous avez révélé Eran Kolirin avec la visite de la fanfare en 2007, dont on parlait tout à l'heure, que justement les producteurs israéliens viennent vers vous, s'adressent à vous? C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Disons que si vous voulez, moi, avant de... Je n'encourage pas un film en fonction de sa région géographique. Même si je parfois plus... j'ai plus tendance à aller vers des pays sur lesquels ça me touche plus. Mais Israël est un pays qui, en 2005, a eu... Enfin, nous avons surfé, je dirais, sur la vague du cinéma israélien. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait des films israéliens de très grande qualité, dont La Fanfare. Bon. Et alors, c'est vrai que après, j'ai été beaucoup sollicité, mais je me suis rendu compte que ce succès du cinéma israélien a fait qu'il y a eu beaucoup de propositions de films de moins bonne qualité. Ça recommence un tout petit peu maintenant, mais il y a eu un vrai creux. Par exemple, le film Lebanon, on parlait toujours tout à l'heure du Lion d'Or. Lebanon est un film qui a eu le Lion d'Or à Venise et qu'on m'a proposé et sur lequel je savais qu'il n'y aurait pas de public. Enfin, je savais. Là, on parlait d'instinct. Il y aurait une très belle presse qui s'est passée, mais que personne n'irait voir ce film en salle. Bon, personne n'a envie de voir un film dans un tank pendant la guerre. Lion d'Or quand même. Hein, donc vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon. Donc aujourd'hui, il y a de nouveau un cinéma israélien. Moi, je vais sortir un film qui va être super dur, qui s'appelle Loi de mon père de Keren Yedaya sur l'inceste. Ça va être super dur. Parce que je trouve que Keren, autant j'avais pas aimé du tout son premier film pour lequel il avait la caméra d'or, Mon Trésor. Après, c'est mieux. Bon. C'est donc un troisième. Voilà une réalisatrice, je trouve, qui a un courage incroyable de parler d'un sujet terriblement tabou, qui est donc l'inceste, et l'inceste entre guillemets consenti, parce que c'est entre adultes. Bon. Donc c'est ça qui me plaît moi, c'est le sujet. Je sais que ça va être super dur. À Cannes, il n'y a que Pierre Murat de Télérama qui a mis un petit bonhomme avec un sourire. La presse dézinguée complètement, donc ça va être chaud. Mais c'est pas grave, voilà, ça me plaît. Et aujourd'hui, si demain il y a un autre film israélien qui me plaît, j'irai. Pas parce que c'est un israélien, parce que le sujet me plaît. Les voisins de Dieu, c'était intéressant parce que justement, ça traitait d'un sujet sociétal qui m'intéressait. Un petit mot sur la presse. Alors, est-ce que vous avez un attaché de presse avec lequel vous travaillez toujours? On a un attaché de presse par film, et c'est pas toujours la même. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui sont mieux pour certains films. Ouais, pour d'autres. exactement. Il y en a qui aiment les films très compliqués, comme Annie Morette, par exemple. Annie Morette, elle va s'occuper du Keren Yedaya. Elle, son challenge, c'est les films très compliqués. Voilà. Insortables. Bon. Ça tombe bien, elle va s'occuper de celui-là. Puis il y en a d'autres qui sont plus grand public. Voilà, on travaille avec 6-7 personnes différentes en fonction du film. Parce que quand il y a qui dit distribution, il y a également frais d'édition. Ouais. Et donc il y a aussi, notamment dans les frais, l'engagement d'un attaché de presse. Absolument. Ah bah oui. L'engagement Quand vous sortez un film en distribution, il y a des frais de dossier de presse, en général français, voire anglais, donc bilingue. Ou si c'est pas anglais, c'est allemand. Anna Arendt, c'est en allemand. Il y a des cartons, des projections de presse à organiser pour les journalistes. Il y a une attachée de presse. Il y a une affiche à faire. Il y a tout un travail à faire de recherche du public. Il faut trouver les partenaires. Il y a les copies aujourd'hui du CP qui coûtent moins cher que le 35, c'est vrai, mais ça a quand même un coût. Donc ce sont des frais d'édition. Quand on est distributeur et qu'on veut prendre un film, on essaie d'avoir les droits vidéo, les droits salles, les droits télé. Bon, tout ça, c'est des... Chaque film a un deal différent, droit DVD et les VOD maintenant. Et donc nous, on se positionne tout de suite au premier euro, on veut être remboursé de notre investissement, ce qui est normal, avant les autres. D'ailleurs, les producteurs, mademoiselle productrice future là-bas, attendez-vous à pas gagner beaucoup d'argent. Hein. Oui, d'accord. Parce que les producteurs, en général, bon, c'est vrai que c'est un peu... Je crois que c'est même plus dur pour eux, parce que souvent, ils ont du mal à voir... l'argent qui revient. Ça arrive quand même, je vous rassure, ça arrive, mais c'est pas la majorité. Vivent sur le coût du film, oui, donc sur les recettes. Exactement.
que les producteurs vivent souvent plus sur le coût de fabrication du film Oui. que sur les recettes. Voilà, si on intègre un salaire producteur dans le devis, qu'on est payé, ça va. Mais sur le retour sur investissement, souvent, pas terrible. Sur des films, je parle pas des films de blockbuster, hein, je parle des films vraiment pointus, d'arrêt d'essai, d'auteur, premier film, etc. Pas des Interstellar et compagnie. Alors, vous avez été, vous parliez tout à l'heure du métier de la production, vous avez été productrice déléguée donc au départ, avant de devenir plutôt coproductrice. Parce que vous disiez que ça prenait en effet beaucoup de temps, que c'était beaucoup d'investissement. Mais en tant que productrice déléguée, est-ce que... Alors, il me semble que les producteurs délégués, en général, se déplacent... Enfin, sont là sur le tournage aussi? Pas toujours, non. Ou... Pas toujours, c'est vrai. Moi, j'y vais jamais. D'accord. Moi, bah écoutez, moi j'y vais jamais. Il m'est arrivé d'aller sur le tournage de la question humaine parce que c'était à Paris. Bon, mais là, on a un tournage à Cologne, un film germano-turc, pas du tout vidéo à Cologne. Ce film super, hein, mais bon. Donc, non, moi je suis atypique, si vous voulez, parce que moi j'ai une ligne de conduite. Moi je suis à mon bureau, il est 8h du matin, j'en repars, il est 7h. À partir de là, tout se concentre dans ma journée. Voilà, parce que moi je décide que quand je rentre chez moi, je ne travaille plus. Je ne lis plus un scénar, je ne regarde pas un film, aucun coup de fil, j'ai plus envie. Bon. Donc, j'ai en revanche des gens autour de moi qui font ça très bien. Donc, Michel, qui bosse avec moi, Michel Zana, il va aller à Cologne, par exemple, sur le tournage, vous voyez. Mais, alors, je dis pas que... Bon, c'est vrai que si demain je tourne avec, je ne sais pas, moi, allez, on va dire qui, quelqu'un que j'aime beaucoup, un acteur sur lequel j'ai un vrai coup de cœur, j'irai pas faire un petit saut. Mais c'est tout. Parce que sur un tournage, il ne se passe rien. Je veux dire, pour nos producteurs, il ne se passe rien. La question humaine, il y avait Michael Lonsdale, c'était pas mal. Oui, Michael Lonsdale, on a eu du mal avec lui parce qu'il oubliait ses textes, le pauvre, parce qu'il est plus tout jeune. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais il est génial dans le film. Bon, Mathieu, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que, en fait, vous n'allez pas venir sur un tournage toute la journée. Vous venez 1 heure, 2 heures, voir si tout va bien. Ben, à chaque fois, vous tombez à chaque fois au moment où ils sont en train de mettre la lumière, le truc, ça prend 3 heures, ils sont maïs rien. Bon. Donc, j'y vais pas. Voilà. Est-ce que quand même au tout départ, quand vous êtes lancé avec les 2 petits courts-métrages, vous étiez sur le tournage Non, ah oui, si. Je suis passé sur le tournage du premier. D'accord. Du premier, dont je viens d'oublier le titre. Fritz Lang, zut. Un film sur Fritz Lang? Oui. Ils ont tourné? Oui, ils ont tourné. Il a eu un prix d'ailleurs. Fritz Lang qui est convoqué par Goebbels pour devenir le réalisateur du Troisième Reich, et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir définitivement d'Allemagne. Bon, donc on a fait ce petit... Oui, là je suis allé voir. D'accord. Voilà. Et vous vous êtes rendu compte que c'était pas trop votre idée, Oui. donc, ouais. Mais tout acteur vous le dira, passe plus de temps assis sur une chaise qu'à tourner. Hein. Ouais. C'est pas le théâtre, donc... Il y a montage là par contre. Est-ce que vous avez... Là, Alors le montage c'est pas pareil. C'est autre chose. Le montage c'est pas la même chose. J'aime beaucoup aller sur le montage parce que là, tout un film se définit par rapport au montage. Vous pouvez rater complètement un film si le montage est raté. Donc moi j'interviens en général, si vous voulez, quasiment quand le film est monté. En amont et en aval du tournage. Oui, j'interviens plutôt en aval une fois que le film est monté, quasi terminé, parce que j'arrive avec un œil complètement neuf, et du coup je vois là où ça va pas. Et là, je peux intervenir. Ça c'est plutôt drôle. Voilà. Mais la partie qui m'amuse le plus, c'est la partie du développement, en fait. C'est de travailler avec le réalisateur sur l'écriture du scénario. Et ça, là, on est vraiment à la jeunesse du projet. Après ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'il est terminé et comment on va le sortir. Voilà. Entre, ça m'amuse moins. Et comme dans tout métier, voilà, à chaque moment dans votre métier, il y a des choses qui vous amusent moins que d'autres. Bah, ça m'amuse moins. Est-ce que vous vous souvenez je sais pas, d'un projet en particulier où c'était difficile lors du montage ou voilà, où ça a pris La du temps? question humaine, c'était compliqué parce que Nicolas Klotz est un garçon très très particulier et qui, dès qu'il faut couper 1 minute du film, c'est comme s'il coupe son bras. Frédéric Weisman, c'est la même chose. Il fait des films de 4 heures, Frédéric. Si vous lui demandez de couper, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il met 1 an à monter des films, 1 an. Et vous arrivez à 4 heures à Berkeley. Bon, 3 heures National Gallery. Mais il est tellement extraordinaire qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Mais quand on lui dit, Frédéric, peut-être 10 minutes de moins, parce que sinon on fait que 3 séances et que 1h50 c'est le maxi si on veut faire 4 séances. Là, c'est l'exploitante qui parle. Au-delà de 2 heures de film, c'est 3 séances par jour. Donc on perd une séance. Et il ne veut rien entendre. Il a 85 ans, il fait ce qu'il veut, mais en même temps, bon voilà, c'est un grand cinéaste. Et Nicolas Klotz, c'est un peu comme ça. Donc on est obligé de se battre. Et puis il y en a d'autres qui sont
qui sont très très à l'écoute. Philippe Ramos, très très à l'écoute. On a fait Jeanne Captive. Alors voilà un film, Jeanne Captive, par exemple, qu'on a produit entièrement, qui n'a pas du tout marché. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que sur scénario, c'est très intéressant. Seulement, les gens n'avaient pas envie de voir la dernière année de Jeanne d'Arc, où elle a décidé d'être muette pendant 1 an. Donc, si vous voulez, voilà, c'est Clémence Poésie, c'est Philippe Rameau, c'est magnifique, tout ce que vous voulez, mais les gens n'ont pas eu envie de voir ça, ce que je peux comprendre. Donc, mais Philippe, très très à l'écoute, prêt au contraire à vraiment travailler, à couper là il faut couper, alors que Capitaine Acab avait plutôt bien marché. Ça dépend des gens, il faut s'adapter à chaque personne que vous rencontrez. Vous avez peut-être d'autres questions sur la production, la distribution, parce que moi je pensais aller sur le Champs-Élysées Film Festival. Donc, Faut que ça vienne. voilà. Pas de questions? Bon. Voilà, bah, du coup, Si, peut-être quand ça se passe pas bien comme ça sur un film avec un réalisateur que vous produisez, qu'est-ce que vous en tirez des conséquences immédiates pour la suite ou vous jugez sur pièce? Là par exemple sur le... Nicolas Cox. Non, le Jeanne d'Arc qui n'a pas marché par Non, exemple. là Philippe, pour le coup, non, j'ai gardé d'excellents contacts avec Philippe Ramos. Non, là-dessus, c'est pas lui qui est en cause, c'est le sujet du film en fait, parce que le film était plutôt un beau film. Non, à Nicolas Klotz, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que sans dévoiler de secrets, j'aime beaucoup Nicolas, c'est un très bon réalisateur. Mais il a un peu tendance à penser qu'il est tout seul au monde. Et que si on n'aime pas ce qu'il fait, c'est qu'on ne l'aime pas lui. Hein, on revient un peu à ce que je disais un peu au début, cette façon de se mettre en avant comme ça dans ce métier. Et donc de faire l'amalgame très vite entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Or, c'est deux choses quand même différentes. Et avec Nicolas... parce que, en fait, La question humaine, on les allait le rattraper. C'est un film qui devait être produit au départ par... comment il s'appelle? Celui qui hurle tout le temps, le distributeur qui hurle. Paolo Branco. Et faute de moyens, en fait, Paolo ne l'a pas sorti. Il était dans un tiroir et nous, on était allé récupérer le film. Et donc, du coup, on n'était pas à la jeunesse du projet, puisque le film était déjà écrit, il y avait déjà eu du développement de dépenser, etc. Et Nicolas avait, parce que Arte n'avait pas voulu prendre le film, avait écrit une lettre comme ça de 3 pages à Michel Riac, qui à l'époque était en charge quand même de l'achat des films sur Arte, qui était une lettre qui n'était pas sympathique du tout. Et on ne peut pas se griller avec Arte quand on fait des films pareils. Donc là, il fallait que j'aille récupérer vraiment Michel pour qu'il puisse de nouveau accepter de rencontrer Nicolas Klotz, qu'on présente le film à la commission de coproduction, vous voyez, des petites choses comme ça. Bon. Donc c'est ça, effectivement, ça ne m'engage pas tellement après à retravailler. Il a fait une tentative d'ailleurs après, il a voulu revenir faire un autre film. Mais si on prend la question dans le sens inverse, est-ce que parfois vous êtes... Parce que vous parlez on travaille 2 ans sur un film, donc c'est valable pour le réalisateur, c'est pour le producteur, et puis il y a une chose de la sortie, et en une semaine, il peut s'effondrer. Est-ce que vous êtes là à ce moment-là pour soutenir le réalisateur aussi? Parce que j'imagine que ça doit être dur. Ne corrige pas Béni Grégoire. Non, mais, moi mais comment ça se passe? Bah écoutez, le réalisateur, vous savez, nous on est là pour le soutenir pendant la sortie du film. D'accord? Bon. On fait l'avant-première avec lui, on est là, on lui parle très gentiment, parce que c'est quand même... ce sont des êtres fragiles, hein, les réalisateurs, parce que encore une fois... mais oui, mais forcément, parce que on a envie de donner une part de soi-même, et donc c'est à travers l'image, et donc on est des artistes, donc par définition nous sommes des gens fragiles. Donc il y en a qui sont très inquiets, il y en a qui se posent plein de questions, il y en a qui vous appellent 25 fois par jour. Alors on est un peu la maman, un peu enfin, pas forcément moi, parce que moi j'ai 3 enfants, ça suffit, mais mes collaborateurs qui sont dévolus à ça, notamment Michel, qui est un type extraordinaire et qui passe des heures et des heures et des heures parfois au téléphone avec des réalisateurs. Mais si le film ne marche pas, le film ne marche pas. Et là, il sait que c'est pas de notre faute. C'est-à-dire que nous, on aura vraiment mis tous les moyens de notre côté pour que le film marche. Donc, après, voilà, c'est la vie, quoi. On passe à un autre projet. Alors, comme transition peut-être pour le festival, avant de passer au festival, il y a aussi la question des ventes internationales. Quand vous produisez ou coproduisez un film, est-ce que vous avez des vendeurs internationaux qui vous êtes en cheville? Pas attitré. Pas attitré. Non. Ça dépend uniquement à chaque fois des films. Voilà. Donc là, on travaille beaucoup avec l'Allemagne, avec Beta Cinéma, par exemple. Parce qu'il y a un vrai, là pour le coup, un vrai cinéma allemand qui est en train d'arriver sur le marché, qui est formidable. Mais ça dépend, hein, ça dépend. C'est comme les attachés de presse.
pas toujours les mêmes. Très bien. Alors, donc vous êtes depuis 3 ans la présidente du Festival du film des Champs-Élysées. Donc. Plus que présidente, d'ailleurs, à l'initiative même du festival. Oui, vous l'avez créé. Oui. Et donc il promeut des films américains, on pourrait dire en relation avec le cinéma français, bon, donc, ça se passe aux Champs-Élysées, mais il y a comme une passerelle un peu entre deux cinémas a priori très différents. Mais en juin dernier, par exemple, il y a Keanu Reeves qui était là pour présenter Side by Side, un documentaire qu'il a produit. Oui. Est-ce que c'est pour vous une manière de prolonger votre travail de distributrice que de faire ce festival ou... Alors, en fait, c'est encore un coup de kamikaze, ce truc-là. Parce que Paris est un éternel festival. C'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose. Et il y avait, à l'époque, un festival de la mairie de Paris qui s'appelait Paris Cinéma. Donc, je ne sais même pas si vous en avez entendu parler. Et un jour, je suis avec quelqu'un comme ça, en train de discuter, et je me dis à haute voix, c'est bizarre quand même que dans cette ville qui est la ville la plus culturelle, cinéphile et visitée au monde, il n'y ait pas un grand festival international à Paris. Vrai quoi, je veux dire, un truc qui brille. Alors, dans ma réflexion à l'époque, il y avait deux écoles. Soit je me suis dit, bon, quelqu'un a essayé, n'a pas arrivé. Soit personne n'y a pensé. J'ai pris la deuxième possibilité. Personne n'y a pensé. Et je me suis dit, le seul endroit à Paris où il faut faire un festival, il n'y a pas d'autre, c'est sur les Champs-Élysées, sur lequel il ne se passe rien. Rien de rien. Enfin, pour le plan culturel, j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'il reste 8 salles de cinéma, alors qu'il y en avait une trentaine il y a encore 15 ans, et ce sont que des magasins de fringues ou de restaurants. Bon, plus rien. Je me suis mis ça dans la tête, et après on cherchait quel pourrait être le fil rouge, parce qu'il faut bien trouver un thème sur un festival. Donc moi j'ai une passion pour le cinéma américain, entre autres, et le cinéma américain indépendant. Comme il n'y a pas de convention de distribution avec les États-Unis, les indépendants distributeurs dont je fais partie ne prennent pas le risque de distribuer du cinéma américain indépendant, parce qu'on n'a aucune aide, à part la salle. Donc oui, c'est l'occasion de montrer du cinéma américain indépendant, et donc de faire une passerelle franco-américaine sur les champs. Et la grande idée, à mon sens, contrairement à Paris Cinéma, c'était d'avoir une stratégie d'unité de lieu, de temps et d'action. Tout se passe au même endroit, la Croisette, comme à la Croisette, mais à Paris. Voilà. Avec tous les cinémas si possible, donc 8, et proposer au public, que pour le public, car le public dans les festivals ne participe jamais à rien, ils sont derrière des barrières et ils attendent comme des cinglés que quelqu'un arrive pour leur faire coucou avec faire un selfie, mais ils vont jamais dans les salles, ils participent à rien, ils votent à rien, etc. Donc le public français, 220 millions de spectateurs en 2009-2010, il faut les remercier, il faut leur donner la possibilité d'aller au cinéma et d'avoir accès à tout ce qui se passe sur une semaine. Car pendant une semaine, je réunis tout ce qui se passe comme activité cinématographique à Paris. C'est-à-dire, je fais du répertoire, des avant-premières, du film français, du film américain, des masterclass, etc. Bon. Donc l'idée est partie comme ça. Quel rôle vous avez dans la programmation Rien, Alors, c'est parti comme ça, mais avant d'arriver, c'est bien d'avoir l'idée, mais après, comment on la concrétise? Alors, comment on la concrétise? Alors, on débauche quelqu'un de la mairie de Paris, de la mission cinéma plus précisément, qui connaît ça très bien au niveau des budgets. Non, pas Michel, je n'ai pas dégommé Michel. Dégommé, le pauvre. Non, non, j'ai demandé à Isabelle Svanda, qui travaillait à la mairie de Paris, de venir travailler avec moi. Ce qu'elle a fait. J'ai un programmateur, Eric, qui connaît très très bien ce métier, donc c'est lui à qui j'ai demandé de programmer les salles. Et après, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin. Comme ce sont des gens que je connais, les distributeurs et les exploitants, je les connais tous, du coup, je suis allée les voir. En disant, voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien que le Balzac bosse avec l'UGC, que le Lincoln bosse avec le Gaumont, que Publicis fasse partie du lot, et qu'on fasse un vrai beau festival, mais vraiment pour le plaisir. On va s'amuser. Bon. Et puis après, c'est une question d'opportunité. Vous n'aviez pas déjà des cinéastes en tête ou des... Non? Non, c'est compliqué hein, ça, parce que c'est vraiment là, ça a été des opportunités en permanence,
puisque, par exemple, Michael Madsen, qui a été le président américain, Michael Madsen, on m'en a parlé, je crois, un mois avant le début de la première... un mois avant, ça t'intéresserait d'avoir Michael Madsen. Keanu Reeves, l'année dernière, c'était une opportunité. C'est un de mes amis chez Universal qui m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, Keanu Reeves, il vient de faire un documentaire, il l'a produit, il n'est jamais venu en France. Est-ce que tu crois que ça serait bien qu'il vienne? J'ai dit, mais comment ça serait bien qu'il vienne? Ça serait génial. Bon, donc il est venu comme ça, Keanu Reeves. Ali Berry, c'est la même chose. Bon, donc si vous voulez, au début, on a quand même des gens pressentis, que l'on invite bien entendu, pour qui viennent. Et après, tout d'un coup, après, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des opportunités qui arrivent. On propose des gens. Voilà. Mais en revanche, toute l'infrastructure, là, elle est vraiment à créer en amont. C'est-à-dire que, comment on fait? Je peux vous dire que la première année, j'ai dû me réveiller 3 fois d'affilée la nuit au mois de mai en me disant, mais comment on va faire? Comment on va faire sur les... Parce que moi, je vais dans tous les festivals, donc je vois comment ça se passe, tellement c'est compliqué d'organiser un festival. Comment on va faire? Vraiment. Et puis, bah, on a fait. Voilà. C'est pas vous qui faites de la programmation, mais c'est vous qui a suivi la ligne éditoriale. Alors, moi, je regarde tous les films américains indépendants. Hein, puisque j'étais à Sundance la première année, j'étais 2 fois à Los Angeles pour aller voir tous les distributeurs indépendants. Et maintenant, on arrive à avoir des liens. Donc, je regarde tous les films. Et par contre, c'est moi qui fais la programmation des films indépendants. La ligne éditoriale aussi, c'est ça. Et des courts-métrages. Cette articulation justement entre le côté festif d'un festival, les Champs-Élysées, le côté cinéphile, le côté grand public, le côté répertoire, tout ça puisse se conjuguer ensemble. Oui, absolument. Il faut garder le glamour des Champs-Élysées, c'est-à-dire les avant-premières tapis rouges avec les équipes de film. Il faut avoir le côté populaire, grand public, pour que les gens aient envie d'aller voir ce genre de film sur les champs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui désertent les Champs-Élysées maintenant. Et il faut avoir une programmation, somme toute, de qualité et exigeante. Voilà. Et le répertoire, c'est quelque chose, pour moi, très important, parce que ce sont des films qui ont existé, qui ont fait, aujourd'hui, fait que certains d'entre vous, et moi la première quand j'avais 18 ans, qui m'ont fait aimer le cinéma. Voilà, c'est des films de répertoire aujourd'hui, avec un public de lycéens qui est membre du jury et qui vient voir tous les films des répertoires. Et d'ailleurs, je disais à Frédéric, en arrivant, que j'aimerais bien cette année que la Sorbonne participe, puisque moi je travaille avec la FEMIS, l'Écart, les Gobelins et l'école FX, et les écoles américaines pour les courts-métrages. Et ça serait bien que la Sorbonne nous rejoigne, justement, l'année prochaine, pour la sélection des cours, voilà, qui sont soumis au vote du public. Et c'est bien de montrer, justement, toutes les facettes des écoles, parce que chacun fait un travail particulier, et je pense que c'est bien de le montrer au public qui ne le voit jamais. Enfin, qui ont très peu l'occasion de le voir, en fait. Voilà. Et puis après, oui, il a dit oui. Et après, ça part. Si vous voulez, on a une équipe hyper enthousiaste, ils sont tous jeunes, ils ont envie de faire des choses, ils ont plein d'idées à la minute. Bon. Donc ça s'organise avec des gens, une ou deux personnes vraiment très très pointues techniquement, et puis après, après on y va, on se lance. Alors, donc là, il y a eu plusieurs éditions déjà. Là, ça va être la 4e l'année prochaine. Qu'est-ce que vous tenez comme... parce que j'imagine que chaque fois, on essaye de prendre en compte ce qui s'est passé pour avancer. Donc, quelle est l'avancée l'année prochaine par rapport à la dernière édition? Est-ce qu'il y a des nouvelles envies? Est-ce que des choses qui ont bien fonctionné, que vous avez envie de rééditer? D'autres que vous allez abandonner? Comment ça se passe? Non, j'abandonne rien. À la limite, je module ou je change. Par exemple, les 2 premières années, on avait démarré les séances à 14h. Bon, on avait fait des 14h, 22h. 14h, quand vous voyez 20 personnes dans la salle à 14h sur un cinéma américain indépendant, c'est pas très drôle. En plus, il y a le réalisateur qui est là, donc c'est pas très cool pour lui. Donc l'année dernière, on a réduit les cases de programmation. On a commencé à 18h. J'avais envie de venir sur quelques questions politiquement incorrectes, si vous êtes d'accord, en vous citant vous-même. Oui. On parlait de la bienvenue chez les ch'tis. Ah oui. Il y en a quelques-unes que j'ai comme ça. Vous dites que ce qui fait 20 millions d'entrées, que pour vous c'est consternant, que c'est une preuve de médiocrité. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est pas le fait que c'est pas les 20 millions de gens qui sont médiocres. C'est le fait que ce genre de film, pour moi, qui à la limite aurait dû attirer entre, allez, on va être large, 1,5 million et 2 millions d'entrées, parce que c'est une comédie d'Annie Good, etc., attire 20 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 20 millions de gens sur une comédie qui est en dessous du niveau de la mer, en ce qui me concerne,
par rapport à, par exemple, le film de Bourvil, c'est vrai qu'on l'a comparé, La Grande Vadrouille, avec 2 acteurs exceptionnels. Bon. Très franchement, je ne comprends pas. J'ai été le voir, hein, parce que je ne vais pas mourir idiote, j'ai été le voir, en me disant, mais qu'est-ce qui fait que ce film attire autant de gens? Bon, c'est comme Intouchable, c'est la même chose. Intouchable, c'est un joli petit film, limite film de télé, bon, pour moi, presque, combien pareil? Voilà. Il me semble que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est justement... Il y a beaucoup de gens de dans le télé public qui aussi. sont allés le voir justement se demandant mais pourquoi. Alors peut-être, Pourquoi les autres vont le voir peut-être, effectivement. Bon. Tout le Alors, monde il y a le voit en quand se même, demandant il y a quand même un élément sur lequel il faut s'arrêter 2 minutes pour le succès de ce genre de film, c'est la crise économique que l'on traverse. Car la crise économique que l'on traverse, il faut toujours un mal pour un bien, parce que le cinéma en bénéficie. Parce que on n'a jamais eu autant de spectateurs depuis qu'il y a une crise économique. Pourquoi? Parce que c'est accessible, alors c'est toujours trop cher, mais là en l'occurrence c'est accessible. Ça vide l'esprit pendant 1h30, voire 2, parce que c'est vrai que le cinéma est un divertissement, hein, et que ça doit rester un spectacle et un divertissement, et que ça fait plaisir aux gens, c'est leur sortie, ils vont au cinéma. Bon. Donc effectivement ça, c'est intéressant. Et peut-être que Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchable ou d'autres films comme ça font partie de ces paramètres-là. Que les gens ont vraiment envie d'aller passer un moment en dehors de toute considération économique et autres, et que ça leur fait du bien. Voilà. C'est vrai que Spielberg, par exemple, je disais, moi quand j'écris un film, je pense d'abord au public parce que je suis le public. Et effectivement, quand on raisonne comme ça et qu'on fait des films que l'on a envie soi-même de voir, bah, en général, ça fait, il faut avoir le talent de Spielberg aussi, mais ça fait des très très grands films. Puisque vous parlez de Spielberg, il y a un certain nombre d'histoires du cinéma américain qui prennent Les Dents de la Mer comme une date importante dans ce qu'on appelle l'event movie, c'est-à-dire le fait d'avoir tout un marketing autour des films, un plus grand nombre de copies, et donc, ou ce qu'on appelle aussi les blockbusters. Donc est-ce qu'il y a une tendance de ces 20 dernières années à ce que les films les plus porteurs, instamment, écrasent tout le marché parce qu'ils sont présents partout? Est-ce que c'est pas un peu le phénomène des ch'tis aussi, parce que c'est valable pour certains films? Bah moi je ne comparerais pas les ch'tis avec Les Dents de la Mer, ni même avec Duel, qui est quand même le premier film de Spielberg. D'accord, artistiquement, mais en termes de force de frappe, en nombre de... Ça, on est en train d'en revenir, pardon. Parce qu'effectivement, on se rend compte que mettre 500 copies sur un film qui va peut-être faire que peut-être 1 million d'entrées, 2 millions d'entrées, il y a une erreur stratégique. Et en même temps, quand on met 500 copies France, il ne reste pas beaucoup de place pour les films, pour les autres, bon, notamment pour les miens, films d'arrêt d'essai, etc. Donc ça, on est en train d'en revenir un petit peu. C'est vrai que ça a été une stratégie, ça l'est encore sur des distributeurs comme Warner, comme Universal, etc., qui ont des politiques américaines. Donc eux qui ne décident pas en France de ce qu'il faut faire, mais c'est les États-Unis qui décident. Mais c'est pas pareil, c'est souvent sur des films plutôt très porteurs, mais beaucoup pour enfants, ou des gros films vraiment qui là vont marcher. Mais par exemple, pour revenir à Jean Labadie, qui est pour moi un très très bon distributeur, c'est quelqu'un qui, en fait, qui a eu des gros problèmes en 2001, parce que c'est quelqu'un qui dépense des sommes colossales, mais colossales, en minimum garanti, sur des films qui vont faire 200 000 entrées. C'est-à-dire que, par exemple, il avait sorti Ali, film sur Mohamed Ali, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, qu'il a dû acheter à l'époque une fortune et qui a fait 200-300 000 entrées. Là, quand il a acheté Vas avec Bachir, je n'ose même pas vous dire le montant du million garanti parce que ça donne la nausée, il a fait 500 000 entrées. Bon, donc là, il y a un souci, si vous voulez. Il y a un problème parce que voilà un film qui va inonder le marché parce qu'il l'a acheté tellement cher qu'il faut bien, à un moment donné, qu'il soit vu le plus possible, mais ça dilue totalement le film. C'est-à-dire que plus il y a de copies, plus c'est dilué, hein, puisqu'il y a plus de gens qui vont être éparpillés pour aller voir les films. Donc oui, effectivement, ça a été un vrai problème. Ça commence à l'être un peu moins. On commence à comprendre que ça ne sert pas à grand-chose. Que si le film doit marcher, il marchera. Voilà. Parce qu'il y a aussi, ça se dit dans la profession, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il n'y a plus le temps, parce que du bouche à oreille, vous me citiez, vous au contraire, juste avant qu'on commence le cours ici, un film qui avait mal démarré, qui a pu, Menda Bilili, voilà, qui a pu avoir son public grâce au bouche à oreille, mais ça demande du temps.
Le bouche à oreille. Bah, écoutez, là, il se trouve que ça s'est vite fait. Bon, ça s'est vite fait parce que c'est un documentaire, on sortait de là, on avait une telle banane qu'on n'avait qu'une envie, c'est de dire aux autres d'aller le voir. Le staff Benda Bilili, qui était à Cannes en plus, qui était à la Quinzaine, ils ont fait un concert, c'est le staff Benda, je ne sais pas si vous connaissez Benda, c'est un staff de musique SDF, noirs, handicapés, musiciens. Bon. Donc pas du tout gagné, les pauvres. Et le film n'a pas beaucoup d'intérêt sur le plan filmique, cinématographique, mais par contre raconte une histoire absolument incroyable. Et c'est vrai que malgré tout le buzz, malgré Cannes, malgré le fait qu'ils soient venus faire des concerts, malgré le fait qu'il y ait eu une presse monumentale, la séance de mercredi 14h, car c'est quand même encore un peu le point de référence, on était super inquiets, quoi, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne donnait pas du tout ce qu'on espérait. Et en fait, c'est un film qui a marché, qui a fait 450 000 entrées, parce que 500, grâce aux bouche-oreilles. Les gens, et la presse, et puis et la musique, etc. Bon. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent, heureusement, pas toujours. Hein. Et pas forcément lié au nombre de copies, parce qu'il y a... Non, parce que là, on était sur 50 copies, ouais. Ah oui. Maximum. Parce qu'il y a quelques semaines, il y a Michel Saint-Jean qui est venu parler de son travail, il disait justement qu'il regrettait un peu que Mommy, ils aient sorti autant de copies, parce qu'en fait, voilà, ils auraient pu faire moins de copies. C'est lui qui a sorti Mommy? Ouais. Avec MK2. Ah bah c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, parce qu'il aurait été tout seul, je pense qu'il n'aurait pas sorti autant de copies. Un Xavier Dolan comme celui-là, moi si je l'avais distribué, je mettais 25-30 copies max. Quitte à ce qu'après, effectivement, on en rajoute. Anna Arendt, on a fait 80 copies la première semaine, on était à 136 la semaine d'après. Bon, donc effectivement, il faut essayer d'avoir ce raisonnement, ne pas faire plus large que ses bras, toujours, pas plus, voilà. Et après, on regarde ce qui se passe. Il y a souvent des films des salles de province qui ne les prennent pas tout de suite, les films, qui veulent voir comment ça va réagir sur Paris. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec la semaine d'après 100 copies, voire un peu plus, pendant 3 semaines, sur une première combinaison de 80 copies. J'ai l'impression que ce bouche-oreille ne fonctionne plus vraiment sur les fictions, et c'est surtout pour les documentaires que ça fonctionne bien. Ouais. Ça a marché aussi pour Sugarman, qui a explosé. Sugarman, c'est un événement. Hein. Ah oui, mais qui a commencé en sorte de 2 salles à Paris, et qui ensuite a pris une espèce d'ampleur comme ça. Et la Benda Bilili, c'est la même chose. J'ai l'impression que vraiment pour la fiction, le bouche-oreille ne fonctionne plus. Et que le documentaire le documentaire, c'est un genre très compliqué au cinéma. C'est intéressant que vous en parliez parce que justement, c'est une de vos spécificités aussi. J'adore le documentaire. Et d'en distribuer des films documentaires. Oui, oui. Documentaire cinéma, c'est très compliqué parce que d'abord, il faut trouver un documentaire sur lequel vous avez envie d'aller. Hein, par rapport au sujet, par rapport à un certain nombre de choses. Et puis, c'est surtout un reflet total de la réalité, le documentaire. La fiction, c'est fiction. Donc, si, le documentaire, c'est la réalité. Vous montrez quelque chose qui existe. La fiction, vous fictionnez, donc vous inventez par définition. Donc, le documentaire, c'est du documentaire. Quand vous filmez les Benda dans la rue à Kinshasa la nuit, vivant dans des cartons, c'est pas une fiction. Bon. Donc après, ça... Il peut y avoir la mise en scène. C'est pas pareil. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. National Gallery de Weizmann, lui, il pose sa caméra au National Gallery. Il n'y a aucun parti pris, il n'y a pas de jugement, etc. Ça dure 2h30, 2h50. Si on n'aime pas la peinture, on aime la peinture. Et si on aime la peinture, on adore la peinture. Bon. Mais, voilà, c'est pas question de mise en scène. Il attend. Il regarde les gens qui viennent et puis après, il les filme. Mais le documentaire cinéma, à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas énormément qui ont eu un très très grand succès. J'arrive pas à me souvenir du documentaire qui avait sorti Ad Vitam, qui a fait 500 000 entrées sur le poisson. Voilà, le cauchemar de Darwin, par exemple, ça pour le coup... Bah, ça, c'est pas un reflet de la réalité, par contre. Bah si. C'était manipulé, c'était... Il y a eu tout un débat sur le film, oui. En tout cas. Certains accusant le réalisateur d'avoir inventé une partie du film, et le réalisateur s'en défendant. C'est un mauvais exemple, mais il a quand même fait 500 000 entrées. Il y a un sujet, si vous voulez. Après, il y a un débat, il y a une polémique dessus, donc effectivement... ça donne envie ou pas aux gens d'y aller, donc c'est possible. Mais moi j'ai sorti Sagrada Familia. Quelqu'un connaît la Sagrada Familia? Vous dites oui à tout, vous connaissez tout. Non mais c'est bien, c'est bien. Bon, la basilique à Barcelone, voilà. Écoutez, à ma grande surprise, parce que franchement je me suis dit, bon, Sagrada Familia, et bien on est à 40 000 entrées, c'est-à-dire qu'on a touché 4 publics différents. 3 publics. On a touché le public de Gaudi, qui aime l'architecture.
On a touché le public de la Sagrada en elle-même et de Barcelone, et puis les catholiques, en fait, qui sont tous allés, qui connaissent la Sagrada Familia. Et oui, c'est important, c'est un sujet comme ça, pour lequel il y a plein de gens qui sont allés à Barcelone, après derrière, la voir, la Sagrada Familia. C'est pas pour moi un documentaire cinéma, ça. C'est presque un documentaire télé. Mais il y a un sujet. Il y a un sujet, et sur lequel on décide d'aller en sachant que peut-être c'est une petite niche. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'attend pas à faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis plus confiante quand c'est un Frédéric Weisman. Je sais que là, on a un vrai public. Oui, vrai public. Là, on a sorti Kumbela, le fleuve sur les fleuves. Kumbela, ça se passe en Inde. Tous les 12 ans, il y a un pèlerinage qui attire 100 millions de pèlerins en Inde. Bon, c'est très particulier, ça aussi. Donc là, on est à 30 000 entrées. Ça, c'est un vrai documentaire cinéma. C'est pas Naline, pour le coup, c'est un vrai cinéaste. C'est comme le cinéaste cambodgien Ricky Pan. Bon, quand il fait S21, pour moi, c'est un vrai documentaire de cinéma. Et là, on est dans la vraie réalité. Il n'y a pas d'interview. Là, c'est juste la confrontation. Vous l'avez vu, S21? Je l'ai pas vu, mais je connais. Je vous encourage à le voir. C'est très, très intéressant. Il y a juste la confrontation entre le bourreau et sa victime. Bon. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a de la mise en scène. Oui, mais parce que c'est un cinéaste. Ouais, c'est un cinéaste. Donc, je peux vous dire que c'est très très difficile, et il y a beaucoup de gens qui veulent faire du documentaire, énormément de gens qui veulent faire du documentaire, parce que c'est une manière de dire les choses, pour eux, sans doute peut-être plus près de la vérité que le film de fiction. On peut concilier vérité et subjectivité, parce que c'est une des questions que vous disiez dans vos interviews, la grande force du cinéma, c'est la subjectivité. On peut aussi dénoncer une vérité avec son point de vue personnel de cinéaste. Il peut y avoir une rencontre entre les deux. Moi, je parle de la subjectivité au niveau du public. Oui. C'est-à-dire que, quel que soit le parti pris du réalisateur, si vous venez avec moi, Frédéric, on va voir tous les deux le même documentaire, le même, on va avoir deux réactions différentes. Parce que, justement, c'est la subjectivité, et que ce que vous allez voir et comprendre de ce qu'a dit Pan-Naline, pour moi, ça ne sera pas la même chose. Parce que ça résonne d'une autre façon. Ça résonne par rapport à votre vécu, à votre situation, à votre façon d'approcher les choses, etc. On ne peut pas être subjectif. Et au niveau objectif. Oui. Et on ne peut pas être. Et c'est pareil au niveau de l'émotion. Si on va tous les deux voir un film où il y a une scène triste, peut-être que vous ne pleurerez pas et moi je pleurerai, ou inversement. Bon, parce que l'émotivité, c'est une caractéristique innée et non pas acquise. Donc ça dépend énormément de ce que l'on est soi-même. Voilà. Et on ne réagit pas de la même façon. Donc c'est ça la force du cinéma. Heureusement, c'est le seul paramètre qu'on ne maîtrise pas. C'est comment le public va réagir. On met tout ce qu'on sait faire, on le met dans la balance. Et puis une fois que le film va sortir, on ne maîtrise pas. Tant mieux. Là, après, ça dépend plus de nous, quoi. On parle beaucoup des films, là, au début de leur vie. Oui. C'est-à-dire au moment où ils sortent en salle. Mais on ne parle jamais des films après. Alors que c'est le début de leur vie. Vous les accompagnez après, les films? Alors, pas beaucoup, en fait. Moi, si vous voulez... Après, ils sont envoyés en DVD, en VOD, à la télé, tout ça. Moi, je n'accompagne pas parce qu'il y a des éditeurs qui sont là pour ça. Il y a des vendeurs qui sont là pour ça. Donc quand nous on prend un film en distribution, on prend les droits DVD, VOD, salle, quand on peut, parce qu'on est en cheville avec un éditeur de DVD. Donc c'est son travail après à lui de faire exister le film, c'est plus le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi mon travail c'est la salle. Mais les films de patrimoine aussi que vous... Oui, films restaurés au patrimoine. Ouais. Parce que le jour on parlait, c'était avec... on parlait il a des contrats d'exploitation de 14 ans. Enfin, non, et il parlait des films de Chaplin. Oui. Est-ce que ça, il y a un intérêt pour vous à aller chercher des films voilà, qui ont une valeur culturelle pour mettre ici dans votre société? Ah ben, grand intérêt. Tellement grand intérêt que je viens d'ouvrir SD Classique. C'est-à-dire une société qui fait que du répertoire de films restaurés. Très grand intérêt parce que d'abord ça permet à des jeunes comme vous de voir des films, de les découvrir pour certains, parce qu'il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas, et à redécouvrir pour d'autres. Et je pense que l'intérêt du cinéma de répertoire, justement, c'est de le voir sur un grand écran et dans une qualité de restauration parfaite. Donc oui, c'est un grand intérêt, bien sûr. Et au niveau du jeune public aussi, on fait un gros travail sur le jeune public en salle. Et ces films-là ont une valeur? C'est-à-dire au moment de acheter les droits d'exploitation économique, une valeur financière sur ces films-là après? On les achète pas très cher. Au niveau du minimum garanti, si vous voulez, moi je ne vais pas acheter Le Roi et l'Oiseau, c'est Canal+,
Nous, on l'a sorti pour Canal, c'est Studio Canal. Nous, on l'a sorti pour Studio Canal, en fait. Donc, nous, on est payé pour faire ça sur Le Roi et l'Oiseau. Mais sur d'autres films que moi, je prends en distribution restaurée, on les achète pour rien. Voilà. Et toutes les recettes sont pour nous. Par exemple, là, sur Mère et Fils, vous étiez... Alors, Mère et Fils, c'est Berlin. Et vous l'avez acheté après Berlin ou vous étiez déjà dans le financement? Justement. Là, moi, quand je vais à Berlin, je vais très très peu voir les films de compétition parce que je trouve qu'ils ne sont pas terribles. Je vais plutôt au Panorama ou je vais plutôt dans les autres. Et cette année-là, il y avait un film roumain en compétition, donc je me dis, peut-être qu'on peut aller voir ça. Et en sortant de ce film, je dis à mon programmateur qui était avec moi, parce qu'on est toujours 2 ou 3 pour aller voir les films, je lui dis, écoute, il faut absolument qu'on aille voir Le Vendeur tout de suite, parce que je ne sais pas pourquoi ce film, il va avoir un prix. Et alors moi je pensais plutôt au prix d'interprétation féminine, parce que c'est une très grande actrice en Roumanie, elle est très connue. Donc je dis, il faut l'acheter tout de suite, parce qu'à mon avis, il va y avoir un truc. Bourse d'or. Donc on l'a acheté, pour être très honnête, 30 000 €, le film. On aurait acheté le film avec l'Ours d'Or, on était à 90 100 000 €. Voilà. Donc on est allé, donc tout de suite, on a été et on a bien fait. C'est pas pour autant qu'il a trouvé un grand public en France. Hein. Il a pas mal marché, mais si vous voulez, c'est pas à la hauteur d'un Ours d'Or. Voilà, à mon avis. Je trouve que le contraste est très intéressant de voir comment, justement, cette femme qui pose plein de questions sur son rapport à son fils, et on va comprendre après pourquoi elle en est là, en fait, vit dans cette espèce de monde où en Roumanie, il y a cette partie de l'intelligentsia qui gagne sa vie, qui s'intéresse à rien, etc. Elle va se retrouver confrontée, en fait, à cause de son fils, ou grâce à son fils, à un monde qui lui est complètement inconnu, puisque, je ne vais pas tout vous dire, peut-être que vous ne le verrez pas, mais où elle a un rapport au fils qui est un rapport terrifiant, et en même temps, c'est une mère qui va tout faire pour son fils. C'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant dans cette relation-là. Je trouve tout de suite, on mais voit ça se sent. Qu'il y a du cinéma aussi. Voilà, bah oui, donc c'est bien sûr, c'est du meilleur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de rentrer au début du film, comme ça un peu, c'est un peu long, la partie de l'anniversaire, le côté un peu superficiel, etc. On a besoin d'y rentrer pour voir dans quel monde elle vit et comment elle va devoir, en fait, après, s'adapter à quelque chose de très très dur pour sauver son fils, alors qu'au début du film, voilà, c'est une mère castratrice. Il faut lire Génitrix, hein. Comme elle en existe. C'est que les mères castratrices. C'est pour ça qu'elle l'envoie péter, parce qu'on ne peut plus. Mais en même temps, voilà, c'est le rôle d'une mère. Qu'est-ce que c'est que le rôle d'une mère, quoi qu'il arrive? C'est une des formidables expériences de votre métier aussi, c'est de pouvoir découvrir des films et de pouvoir les faire connaître ensuite au public. Bah, là, si vous voulez, sur ce film-là, moi j'ai des enfants, donc forcément, on est un peu en empathie quand on a des films de ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ce qui m'a plu, c'est le ton du film, c'est elle, cette actrice roumaine incroyable, et le sujet. Maintenant, si le film n'avait pas marché, bon, il n'aurait pas marché. Mais moi, j'aurais eu le plaisir de le montrer. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est le plaisir de montrer un film qui me fait plaisir, j'insiste, me fait plaisir à moi d'abord. Et c'est vrai que dans mon équipe, très souvent, quand on est, c'est une décision collégiale, hein, si moi j'aime pas le film alors qu'ils aiment tous, Lunchbox, par exemple, tout le monde a adoré sauf moi, ben, on n'a pas été. Voilà, on a perdu 500 000 entrées, tapé. Donc je dors très bien comme ça. Et en revanche, si moi j'aime le film et que l'équipe est moyennement chaude, je réfléchis, parce que c'est eux qui vont faire le boulot derrière pour sortir le film. Par contre, si tout le monde aime, on y va. Voilà. Mais il faut qu'on soit quand même d'accord. Et c'est des films comme ça que j'aime faire. Et le prochain de Kaline Peter, on est dessus aussi, on va le distribuer. Il s'appelle Anna, mon amour, c'est un très très beau film. Mais bon, faut pas encore tourner.